Merci d'être revenu après cette petite pause. Je n'ai pas d'enfant, mais je sais, parce que j'ai des amis qui en ont, que un long métrage, c'est comme avoir un enfant. C'est pas mal de nuits blanches, c'est beaucoup d'imprévus. Et ces amis qui ont des enfants me disent souvent, et vous devez très certainement le savoir, ils disent, tu sais, on n'a pas de guide pour être parent, il y a plein de choses qu'on aurait aimé savoir avant. Eh bien, c'est le sujet de cette table ronde, cette rencontre qui sera menée d'une main de maître par Jérémy Tapiro, qui en plus d'être un éminent membre de notre conseil d'administration, est un super producteur chez Qui Vive. Jérémy. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette dernière table ronde de la journée. Comme le disait Laou, du coup, sur la production du premier long métrage. Donc pour cette table ronde, on vous propose de faire deux rencontres, donc avec Adrien et Charlotte, qui vont tous les deux à leur tour venir nous parler de leur expérience. Donc on va commencer avec Adrien Bretet, producteur chez Pictor. Je ne sais pas où m'asseoir, il y a trop de chaises. Tu peux t'asseoir là à côté. Bonjour tout le monde. Bonjour Adrien, merci d'être avec nous. Donc pour nous parler, donc toi tu es producteur chez Pictor, donc une boîte que tu as créée après de l'expérience dans d'autres sociétés. Notamment chez Qui Vive. Tout à fait. Et donc on est là aujourd'hui pour parler de la production de ton premier long métrage en tant que producteur. Oui. Qui s'appelle L'Écro. Oui. Voilà, et qui est un film pour... donc là sur ces deux rencontres, on va avoir un film qui est toujours en cours de fabrication, donc qui est celui d'Adrien, et puis un film qui est terminé, qui est en exploitation. Qu'on verra ensuite. Donc pour ce premier film en cours de production, donc qui s'appelle L'Écro, Adrien, je te laisse un peu présenter le projet et peut-être on peut échanger comme ça dans l'ordre, un peu de comment ce projet est né, voilà comment. Faisons les choses dans l'ordre. En production, c'est important. Donc L'Écro est né en fin 2018, au moment où je rencontre Sébastien, le réalisateur. Qui a réalisé 2 courts-métrages qui ont été préachetés par France Télévisions à l'époque, que je n'ai pas produit. Et je rencontre Sébastien et du coup il me propose un projet que je trouve hyper intéressant mais qui est un peu conséquent. Pour un court-métrage, il fait 45 pages. J'essaye de lui dire c'est un peu long, il faudrait couper, donc qu'est-ce qu'on peut réécrire et tout ça. Et donc du coup on se met à collaborer ensemble sur le scénario. Je l'accompagne dans l'écriture du scénario. Il a entendu évidemment dès le début qu'il est auteur et réalisateur. Et donc du coup, on se met à table pour travailler. Et de cette version un peu du court-métrage, en fait, on voit que ça rentre pas. En fait, on coupe, mais du coup, ça dénature un peu le projet. Et donc je lui dis bon, en fait, c'est pas grave. Tu sais quoi, déplie le film et puis on part sur un long quoi. Et donc on signe le contrat, on est en 2019 et quelques mois après, j'ai une version du scénario qui fait 210 pages. Et tout ça en partant d'un cours donc. Et tout ça en partant d'un cours et donc du coup après je lui dis c'est un peu trop long de ça. Et donc ça serait bien qu'on puisse raccourcir et qu'on puisse essayer de rassembler un peu voilà, le récit. Donc du coup il a coupé et on arrive à peu près à une version de 100 pages, entre 95 et 100 pages. Ça dépend de la mise en page. Parce qu'il... Mais alors une fois que tu as ce scénario justement, où tu t'es dit bon on est arrivé à quelque chose, en tant que jeune prod dans ta structure un peu tout seul, qu'est-ce que tu fais du coup une fois que tu as ce scénario ? Je vais chercher de l'argent. Jusque-là, tout va bien. Et, en fait, je vais aller voir le CNC, on va aller voir l'aide à la réécriture, à l'époque qui est présidé par Thomas Bidguin. Sébastien, le réalisateur, fait un oral seul là-bas, parce que les producteurs, on n'est pas invités. Ça se passe plutôt bien, mais on n'a pas l'aide. Je dis, c'est pas grave, on va aller voir quelqu'un d'autre. Donc le film se déroule du côté de la montagne et de la frontière franco-italienne dans cette première version.
Donc on va aller voir Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous dit ah c'est hyper intéressant, mais on est un peu gêné par la violence et tout ça. Je dis bah oui mais en fait c'est le propos du film. Bon bah du coup non ça passe pas, mais revenez nous voir, etc. Donc on retourne les voir, je sais pas peut-être 6 ou 9 mois plus tard pour l'aide au développement, et on n'a pas non plus d'aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la deuxième fois en aide au développement. Et donc du coup, je dis bon, en fait, on arrête les aides au développement, on va essayer de passer en aide à la prod. Et donc du coup, on arrive avec une version de l'avance sur recette de 110 pages. Et voilà. Et là non plus, on se prend un petit mur parce que le film est un peu, il y a trop de genres pour l'avance sur recette. Et voilà. Grosso modo, le développement du film se passe donc quasiment sur 2 ans et demi, 3 ans. Donc ça quand même prend du temps parce qu'on fait quand même pas mal de versions. Et jusqu'au moment où d'un coup je rencontre un coproducteur avec qui je m'entends très bien, et on va aller voir pas mal de partenaires financiers, et notamment Canal+, que j'avais rencontré avant au Festival de Clermont-Ferrand en 2023, donc 4 ans après la signature de notre contrat avec Sébastien. Et puis là d'un coup Canal nous dit on adore. Donc ça se passe plutôt bien jusqu'au moment où je ne sais pas si vous avez été un peu informé de le petit gel des financements de Canal+, dans le cadre de la renégociation des chronologies des médias, notamment avec Disney+. Donc en fait on a un go de Canal+, on a un distributeur, mais on est mis en attente pendant 9 mois parce que il se passe ce qui se passe entre Canal+ et Disney+. Donc du coup on n'a pas de nouvelles pendant 9 mois. Donc là, c'est un peu dur. Alors même que Canal voulait monter sur le film à la base, alors qu'on a fait un super rendez-vous avec Canal+, qu'ils avaient adoré le projet, qu'ils nous avaient dit on a assez peu de retours à faire sur le scénario, que du coup on commençait un peu à accumuler d'autres partenaires financiers. On avait un intérêt de France Télévisions, on avait un intérêt de Paramount, la plateforme donc américaine, qui a fait un de ses décros, donc qui a préacheté le film, mais c'était un des premiers préachats de films français sur sa plateforme. On avait l'intérêt de la région Occitanie, on avait un distributeur, on avait Wild Bunch, mais en fait pendant 9 mois, on devait tourner initialement en octobre 2024, et on a tourné un an après, en septembre 2025. Okay. Donc le temps que tout ça se remette en place et que tu puisses avoir les réponses de Canal, etc. Exactement. D'accord. Et alors, en tant que jeune prod, du coup, on va avoir Canal+, on va avoir Paramount. Là, ça s'est fait aussi grâce à ton coproducteur ? Ça s'est fait grâce à mon coproducteur, ça s'est fait grâce à la qualité du scénario, parce que Sébastien a écrit tout seul, et j'ai insisté pour qu'il écrive tout seul. Et il me disait, ça serait bien, peut-être qu'on fasse appel à une scénariste ou un scénariste et tout ça. Et je dis, moi, je pense que tu peux le faire tout seul. Donc je l'ai poussé, gentiment, évidemment, avec bienveillance, mais je l'ai poussé pour qu'il écrive tout seul. Et puis finalement, il est hyper content parce qu'aujourd'hui, en fait, il est 100% auteur de son scénario. Et c'est le scénario, je pense, qui a convaincu les partenaires financiers et évidemment les comédiens, parce qu'on a eu aussi tout un process de financement qui s'est fait grâce aux comédiens qui étaient attachés au projet. Que ça, du coup, tu avais commencé avant de partir en financement ? Ouais. Le casting. J'arrive plus à me souvenir exactement à quel moment on a fait l'envoi aux comédiens, mais je pense c'était avant 2023, parce qu'on a envoyé à Canal+, on avait déjà des comédiens qui étaient affiliés au projet. Et on a eu pendant très longtemps un super comédien que je peux pas nommer, mais qui s'est désisté au dernier moment. Donc on a dû rechanger aussi de comédien. Je suis perdu dans les années parce que 2025, ouais, merci. Et donc une idée importante à retenir aussi, c'est que sur le long métrage, il y a cette importance du casting. Le casting, en fait, il est primordial. Parce que à scénario égal, un casting porté par une star, entre guillemets, n'a pas du tout le même regard par les partenaires financiers du cinéma que si c'est quelqu'un qu'on n'a pas identifié. Et du coup, moi j'avais fait appel à Tatiana Vial, qui est une directrice de casting, qui est une amie qui fait depuis 25 ans du casting. Et j'avais dit, j'aimerais bien que tu m'aides et tout ça pour faire le film et tout ça. Donc elle avait dit, ok, elle a adoré le scénario. Et du coup, elle a proposé le scénario à des gens. Elle a vraiment apporté son regard
artistique sur le projet, elle a enrichi la réflexion de Sébastien, le réalisateur, elle a fait des propositions et ça a été vraiment hyper fort quoi, son apport sur le film, même si au final voilà, le comédien pressenti au départ n'a pas pu le faire. Voilà, on est très content et le film porte sur un duo, donc c'était un homme et une femme qui devaient voilà, être vraiment crédibles et des jeunes agriculteurs qui viennent de s'installer dans la campagne et qui vont découvrir la présence, pour aller très vite, d'animaux sur leur territoire, notamment peut-être un loup qui viendrait manger leurs moutons. Et le film est construit comme un policier en fait, où d'un coup on découvre le cadavre d'un mouton et les personnages principaux, donc Virgile et Luna, qui viennent de s'installer dans cette petite maison, vont mener l'enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Donc on est vraiment sur un film policier, il y a un cadavre, qui c'est qui a tué ce mouton. Tu m'offres une opportunité super de passer sur le tournage du coup. Donc un tournage avec des animaux, ouais. Pour un premier long. Beaucoup. Avec Beaucoup des moutons, d'animaux. des loups. Ouais. Parle-nous un peu de ce tournage justement. Alors les loups, c'était une sacrée aventure. Bon bah du coup, spoil alerte, il y a des loups. Voilà. En fait, donc tourner avec des loups, évidemment, c'est quelque chose d'un peu compliqué. On tourne jamais avec des vrais loups. Pour plein de raisons. Et donc du coup, moi je me suis un peu renseigné pour savoir qui étaient les dresseurs de loups du cinéma en France. On a eu un gros sujet parce qu'il y a la maltraitance animale avec certains dresseurs, donc du coup il a fallu très vite identifier qui était qui, voilà. Et puis il y a quand même peu d'acteurs qui ont ce type d'animaux sur le territoire, donc c'était un vrai challenge. On avait un petit problème aussi de calendrier parce qu'en fait ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait les loups perdent leur poil l'été. Et donc ils ont des espèces de ce qu'on appelle des chaussettes, c'est-à-dire en gros un pelage tout moche et tout troué pendant les périodes estivales. C'est devenu une contrainte pour ton tournage. Et donc c'est devenu une contrainte. Là, en fait, on ne peut pas tourner l'été, sinon on aura des fucking chaussettes moches pour les loups, et en fait c'est pas possible quoi. Et donc du coup on s'est posé la question de savoir quel loup avait des chaussettes, quel loup n'a pas de chaussettes. Enfin bref, tous les loups ont des chaussettes l'été. Voilà, pour information. Et donc du coup on a trouvé des loups canadiens croisés avec des chiens européens qui ont du coup une carte d'identité française. Tout ce que je dis est véridique et vérifiable évidemment, et donc du coup ça nous apporte un grand bénéfice parce que comme ils ont des cartes d'identité françaises, bon bah du coup en fait c'est moins compliqué, et en fait techniquement c'est des chiens qui ressemblent à des loups, mais voilà. Et donc du coup les loups canadiens on les prend plutôt en tournage parce qu'ils sont plus hauts sur pattes, ils sont plus velus, ils ont un pelage plus épais, donc du coup c'est plus impressionnant. Alors que les loups européens, les vrais loups européens, c'est des espèces de petits caniches qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, avec tout le respect que je dois pour les loups européens. Alors ça, du coup, ces contraintes-là, du coup, d'avoir ces animaux-là, c'est-à-dire dès le scénario, tu t'avais déjà identifié cette difficulté, ou c'est quelque chose qui est arrivé à toi Non, je pense que ça porte bien son nom là. Ce que je ne savais pas, ce que j'aurais aimé savoir avant, c'est que tourner avec des loups, c'est un bordel. C'est un bordel, ça coûte cher, même si on a eu un super dresseur qui était absolument incroyable, qui a fait venir ces loups de très loin de Normandie. On a tourné en Aveyron, donc il a fallu les transporter. Les loups, évidemment, même si c'est des chiens loups, en fait, gardent un espèce d'instinct, donc il fallait s'organiser sur le tournage pour pas qu'ils soient à côté des moutons, parce que bon, on est rattrapé quand même par son instinct et on peut pas leur jeter la pierre à ces pauvres bêtes. Donc du coup c'était ça un peu l'idée, c'est dire ok on a des loups, et du coup dans le plan de travail notamment c'était un des gros sujets avec la première assistante Morgane Bertin, de dire bon en fait comment est-ce qu'on fait pour mettre les loups dans l'organisation du tournage, qui nous permet à la fois d'avoir les moutons, parce qu'il y a forcément des interactions dans le film entre les loups et les moutons, mais qui sont pas techniquement sur le plateau au même endroit, et en même temps on peut pas non plus étaler les loups sur 30 jours de tournage, parce qu'en fait à la journée ça coûte 30 jours de tournage sur ce premier long. Donc on avait 30 jours de tournage, 2 loups et 3 dresseurs. 2 loups. Et parce après on avait un autre dresseur qui était un dresseur de moutons,
30 moutons et un chien. Et un bélier. Sacré orga de tournage, mais là qui est lié du coup au sujet du film aussi. Et, Qui est à l'histoire de moutons et de loups, quoi. Et du coup, aujourd'hui, j'imagine que tu es dans une phase un peu plus simple de la production du film. C'est au montage, du coup, actuellement. On est en montage image, ouais, tout à fait, ouais, exactement. Ouais. Okay. Donc tu as eu 30 jours pour ce premier long, tu as eu 30 jours de tournage, du coup. On a eu 30 jours de tournage, c'était tout un débat parce qu'en fait le budget qu'on avait ne nous permettait pas d'avoir plus. Vous pouvez nous dire à peu près combien était ce Le budget, il est à 2,5 millions. Et en partenaire financier, je peux vous le dire, je peux pas vous donner les montants parce que c'est confidentiel évidemment, mais grosso modo, on a Wild Bunch qui fait la distribution du film, on a Canal+, qui nous a dit oui et qui nous a mis en attente, mais qui a confirmé son investissement. On a Paramount+, donc en plateforme. On a la région Occitanie. On a le département de l'Aveyron. On a 2 Sofica. On a du placement de produits. Est-ce que j'oublie quelqu'un ? Et on a What the Film en vendeur international. Et grosso modo, on a c'est ça, 2,5 millions de budget, 30 jours de tournage. Et c'était un des débats, évidemment, avec Sébastien, le réalisateur, d'avoir un peu plus de jours, parce qu'on était parti sur 35 au départ. Puis finalement, ça a été un peu compliqué. Et donc on a tourné le 8 septembre dans un endroit qui s'appelle l'Aveyron, qui est très beau, mais qui est très loin de tout, dans un endroit où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, évidemment pas internet, et avec les voisins les plus proches, c'est Millau et c'est 40 minutes de voiture. Donc le matin, les comédiens dormaient à Millau, on faisait 40 minutes de voiture dans un paysage absolument sublime, avec la brume, le lever du soleil, nanana. Et puis après, on a tourné dans ces conditions-là, donc avec avec Starlink, qui nous a donné un peu une connexion à Internet, avec une cuve d'eau, et puis avec un groupe électrogène entièrement électrique, quoi, totalement en autonomie. Dans les très belles forêts du sud de l'Aveyron. Sacrée organisation pour un premier long. Ouais, je mesurais pas non plus l'isolement de ce lieu, mais qui a vraiment été hyper inspirant. Et on a fait pas mal de repérages, notamment en ligne et tout ça, parce qu'on voulait tourner en Lozère. Finalement, c'était bien, mais ça correspondait pas vraiment à l'univers visuel que voulait le Sébastien, qui était en gros une espèce de paysage un peu western. Et en fait, du coup, les hauts plateaux du sud de l'Aveyron, pour ceux qui connaissent, il y a une dimension un peu d'ouest américain qui est plutôt intéressante. Et voilà. Et du coup, toi, pour faire un petit peu le lien aussi avec ce qu'on a écouté sur la table ronde précédente, toi, en tant que producteur, toute cette aventure, tu l'as vécue, t'es allé là-bas, t'es allé sur place, t'es resté. Je suis allé là-bas et j'ai mis les doigts dans la prise et j'ai pris les 220 volts sans filtre. Non, ça a été très très intense. En fait, il y a un truc dans la fabrication du film qui a été assez déterminant. C'est en gros le feu vert de Canal+, qu'on attendait depuis 9 mois. Est arrivé un jour par hasard, par mail, en disant en fait, on vous a donné de l'argent. Vous faites partie, vous avez de la chance, vous faites partie des premiers comités qu'on a réouverts. Donc c'était après Cannes et c'était le 29 mai 2025. Le lendemain, c'était un jour férié. Et genre le 3 juin, on était en préparation en mode on a le feu vert, go quoi. Donc on n'avait pas de bureau, on avait un chef-op mais qui nous a lâché parce qu'il avait une indisponibilité. On n'avait pas d'assistant, pas de premier assistant, pas de dire de prod, pas de décor, pas de repérage. On n'avait pas grand-chose, quoi. Et tout ça s'est réorganisé à peu près en combien de temps pour qu'on puisse avoir une idée ? On a tourné le 8 septembre. Donc on a fait la prépa du film en 3 mois avec le 14 juillet, le 15 août. En sachant que du 1er au 15 août, j'aurais aimé savoir ça pour reprendre le titre aussi. Personne ne travaille le 1er août. Enfin, du 1er au 15 août, donc on a eu 2 mois et demi où on avait rien. Et 2 mois et demi après, on était en train d'appuyer sur le bouton REC avec
les comédiens, les loups, les moutons, Starlink, tout le tralala, quoi. Ok, ça marche. Et du coup, dans le cadre de cette copro, toi, tu as géré la production exécutive du film. Comment Tout ça à se fait. passe? Explique-nous un peu. Bah, en fait, moi, j'avais fait pas mal de courts-métrages. J'en ai produit 12. Avec des gros financements, notamment du CNC, de l'apport de Canal+, de France Télévisions quasiment systématiquement, les régions. Donc je savais en fait comment fabriquer un film. Et le dernier court-métrage que j'ai fait, qui s'appelle Le Roi et l'Empereur, d'ailleurs qui est diffusé ce soir sur France Télévisions, je fais mon petit moment promo, on avait quasiment le même nombre de techniciens que sur l'écran. Donc c'est à peu près équivalent en termes d'organisation, quoi. Il fallait qu'on organise un tournage pour 25 personnes. Et donc du coup, 25 techniciens. Tu avais la même équipe d'un cours sur ton premier long métrage? Ouais, à peu près. Franchement, à 4 ou 5 personnes près, c'était ça. On avait un peu plus de renfort sur le long parce que quand on était dans un endroit très isolé, en fait, on n'avait pas pensé qu'il fallait amener les comédiens depuis Montpellier. C'était 2 heures de bagnole. Donc bref, l'équipe régie, elle a explosé. L'équipe d'éco, en fait, c'est pareil, elle était un peu plus costaud que ce qu'on avait imaginé, mais bon, c'est normal parce qu'il a fallu faire un potager intégral. Il a fallu redécorer une ancienne ferme totalement abandonnée pour que ça prenne un peu vie, etc. Donc en termes d'équipe technique, on avait une petite équipe de long métrage, mais qui était vraiment hyper efficace. Et franchement, l'équipe a été incroyable. On a été hyper bien. Enfin, moi, j'étais vraiment très très chanceux d'avoir tous ces gens-là, et c'était vraiment des gens super. Qui étaient hyper bienveillants avec Sébastien, qui avaient envie, qui ont accepté les conditions de l'annexe 3, qui ne sont pas toujours faciles à accepter. Parce que ça, on n'a pas dit, du coup, le film s'est tourné en annexe 3. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que ça implique peut-être pour les personnes qui savent pas? Ça implique une ristourne sur leur salaire de 20%. Donc des techniciennes et des techniciens qui travaillent sur le Tout film. à fait. Et on a eu quelques heures sup, mais pas énormément au final. Ça, c'est pareil, c'est un gros poste d'explosion du budget. Et en fait, on a pu maîtriser à peu près les heures sup, même si on a eu un tournage de nuit, donc avec des animaux, vous avez compris, enfin bref, voilà. Mais c'était, non, franchement, c'était hyper bien. Et à la fin, on a fait une fête de fin de tournage, et ça s'est hyper bien passé. Et les gens venaient nous voir en disant, ah, c'est génial, on est trop contents, les techniciens, les comédiens, et voilà. D'ailleurs, je voudrais aussi faire un petit coucou à nos amis comédiens qui ont été absolument incroyables. Donc Félix Moati, Alice Belaïdi, Marie Gillin, David Ayala qui a joué, pour ceux qui l'ont vu, dans d'Argent et de sang, la série sur Canal, et notre ami Manuel Guillot qui a fait le dernier Quentin Dupieux. C'est quand même un gros casse pour un premier long, ça, c'est grâce à ta directrice de casting qui avait déjà le réseau. Ouais. Je pense que Tatiana y est vraiment pour quelque chose. Je pense que le scénario a vraiment plu aussi. Et je sais pas, il y a un truc dans l'air du temps. Par exemple, Félix, quand il a lu le scénario, donc on a eu ce comédien qui s'est désisté en juin 2025, ça me paraît totalement fou maintenant, mais c'est ce qui s'est passé. Il a lu le scénario le matin. L'après-midi, il passait un coup de fil pour dire ok, j'adore, je veux le faire. Le vendredi soir, il rencontrait le réalisateur. Et le samedi matin, on avait un coup de fil en disant c'est bon, j'y vais, go quoi. Et Félix, en fait, par le plus grand des hasards, hein, moi je le connais pas et je le connaissais pas. En fait, en gros, l'histoire du film, c'est l'histoire de son frère, en partie. Il a quitté toute sa vie pour s'installer en plein milieu de la campagne, et donc du coup forcément ça a retenti avec son histoire personnelle, et puis voilà, et ça a été ça qui a fait vraiment le déclic chez lui, et je trouve qu'il a fait vraiment une très très belle interprétation. On est hyper content de ça. On verra évidemment après, mais en tout cas il a été très investi pour cette raison-là. Ok, et justement pour la suite, parce que le temps file, pour la suite, donc là vous êtes en montage, il va y avoir toute la suite de la post-prod, et donc, oui. On pourra avoir le film à peu près à quelle période? Premier semestre 2027. En gros, on voudrait le proposer à Cannes, et puis en fonction de la sélection, du coup, ça va un peu déterminer la suite. Mais comme c'est pas le producteur qui décide de la sortie du film, c'est difficile de. Oui, c'est ce que j'allais te dire en quelques mots. Comment ça se passe aussi un petit peu avec le distributeur, quoi? C'est le distributeur qui décide de la date de sortie, qui décide de tous les éléments commerciaux du film, donc évidemment l'affiche, la stratégie de sortie du film, la stratégie marketing, la date de sortie, la promotion. Et donc pour ça, en fait, il faut qu'on ait un produit un peu plus fini. Et pour l'instant, on est dans une période où on est en montage image, donc c'est encore un peu trop brut pour pouvoir décider de tout ça. Mais en tout cas, premier semestre 2027, c'est ce qui est envisagé.
Ok, ça marche. Et tu as un peu déjà répondu à notre question sur les loups, sur le point, mais vraiment en tant que producteur, si tu devais expliquer aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, un peu qu'est-ce que voilà, tu aurais aimé savoir justement avant de te lancer dans cette aventure-là, à part les loups et... C'est une bonne question. Bah, évidemment, on aurait aimé connaître les galères qu'on rencontre, quoi. On peut pas toujours Et maîtriser. qu'on peut pas toujours maîtriser. On a changé 3 fois d'assistant réalisateur, on a changé 2 fois de dire de prod, on a changé 2 fois de chef déco. Donc tous ces aléas humains, en fait, c'est vraiment très très compliqué. Moi, j'ai passé 3 semaines entre juin et juillet à recruter des gens, à dire bah tiens regarde, lire le scénario, à machin, puis ah bon c'est pas lui, bon du coup on retrouve quelqu'un d'autre. Et en fait tout ça c'est de l'énergie, c'est hyper chronophage et en même temps il faut organiser les repérages. Enfin voilà, en fait c'est un peu un rouleau compresseur quand même, tout ce travail avec toute cette pression et tout ça. Donc j'aurais aimé être un peu préparé psychologiquement, de dire ok là tu vas traverser un gros tunnel, mais t'inquiète pas, au bout il y a la lumière, ça va bien se passer. Mais bon voilà, je suis riche d'une expérience qui me servira pour le deuxième, pour le troisième, etc. J'aurais aimé savoir que ça allait être intense, si intense. Merci beaucoup Adrien. Merci à toi Jérémy. On va passer à la deuxième rencontre avec Charlotte, qui va venir nous parler aussi de sa première expérience sur un long métrage. Bonjour. Bonjour Charlotte, merci d'être avec nous. Donc toi, du coup, c'est un film qui est sorti déjà à la fin d'année 2025, donc, qui s'appelle La pire mère au monde, qui est sorti le 24 décembre, si mes souvenirs sont bons. Un film avec Louise Bourgoin et Muriel Robin. Donc là encore, un gros cast. Et donc je vais te laisser un peu nous raconter tout ça. Voilà, donc un peu comme Adrien, l'idée c'est voilà, de parler un petit peu de développement, financement, tournage. Et là, on a un tout petit peu plus de recul aussi parce que le film est sorti. Oui, merci de m'avoir invitée. Donc, quelques mots sur La pire mère au monde, donc, qui est le premier long métrage de Pierre Mézengarbe. Donc nous, à Balade Sauvage, on est 4 associés. La particularité, c'est que donc, on est 2 productrices. Francesca Bettini-Barnes, qui est ici présente au premier rang et qui pourra m'aider ou me faire des signes si jamais je dis trop de bêtises. Et en fait, on est aussi associé à un chef opérateur qui s'appelle Brice Panco, qui a aussi son laboratoire de post-production qui s'appelle La Rue Studio. Et on est associé également à un réalisateur qui s'appelle Pierre Mézengarbe. Voilà, donc on est vraiment 2 à produire, mais c'est vrai qu'on a toujours été dans le partage d'expériences mutuelles et on a souvent pris des grandes décisions ensemble et donc on a des parcours assez différents, complémentaires qui font qu'on est 4 à réfléchir ensemble et donc Pierre c'était à la fois notre associé mais aussi un réalisateur qu'on suivait depuis longtemps. On a produit son dernier court-métrage qui s'appelle Boostify. C'est un auteur qui vient des arts déco, qui est passé par le Frénois, qui a un univers visuel très, très poussé, il dessine tous ses plans, il storyboard. Donc c'est des univers vraiment à part. Et son premier long ne déroge pas à cette règle parce que c'est une comédie noire, une comédie d'auteur, je ne sais pas comment on dit, une comédie avec du fond. Enfin, en tout cas, c'est un film un peu... atypique et un peu pour... Et comment alors tout ça s'est lancé? Tu produisais du coup du court-métrage aussi avant de faire ce long? Oui, c'est ça, c'est un premier long métrage des productrices et du aussi du réalisateur. Et en fait, c'est un projet, on avait toujours eu un peu en tête de le coproduire parce que c'était notre premier long, parce que c'était un projet assez ambitieux à l'image, assez
particulier dans son positionnement aussi, mine de rien. Et c'était pas forcément par nécessité, vous aviez envie de coproduire ce film. Oui, on avait envie de coproduire. Nous, c'est vrai qu'on a toujours eu une approche quand même assez collective, à la fois dans notre association, dans notre rapport aux équipes, et on sentait qu'on pouvait bénéficier en fait d'être associé à une autre boîte. On sentait aussi, vu un peu l'envergure du film, que ça pouvait être une bonne chose. Et c'est vrai que voilà, ça rentre pas exactement dans le thème de ce qu'on aurait aimé savoir avant, mais il y a quand même quelque chose que je trouve qui est bon à savoir, c'est la nécessité de bien s'entourer à tous les niveaux. Et nous, la rencontre avec 247 Films, donc nos coproducteurs, on a su, pour avoir fait d'autres rencontres avant, que là, c'était la bonne rencontre. On avait le même enthousiasme sur le projet. Eux étaient à un bon endroit, nous laissant la production exécutive parce que ça avait du sens, parce qu'on connaissait l'auteur, parce qu'on avait développé le projet depuis un moment, parce qu'on avait fait le dernier court-métrage. Donc c'était vraiment une rencontre assez évidente. Donc on s'est vraiment bien entendu là-dessus. Et je pense que pour un premier long, ça nous a vraiment ouvert des portes sur... voilà, certains financeurs, ça nous a vraiment aidé à bien financer ce film, et aussi à avoir du recul, enfin, cette fameuse capacité de recul qui n'est pas toujours évidente quand on développe le projet depuis plusieurs années. Et voilà, nous, de fait, voilà, 4 associés, quelque chose de très familial, ça nous aidait aussi là-dessus, d'avoir ce recul-là de quelqu'un d'autre. Et alors justement, le financement de ce film, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, et comment vous l'avez réussi à le financer ? On se disait justement, parmi les choses qu'on aurait aimé savoir avant, ou en tout cas en avoir plus conscience, c'est que quand même, quand on est à son premier long, qu'on n'a pas encore produit de long, toute la phase de développement, il y a beaucoup d'aides auxquelles on n'a pas encore accès. La ProCirep en Goa, on n'y a pas encore accès. L'aide au développement du CNC, tant qu'on n'a pas produit de long, on n'y a pas encore accès. Donc, c'est pas évident de tenir dans le temps. Et ça, c'est vrai que je pense que nous, on n'en avait pas tout à fait conscience avant. Et voilà, ça a été un parcours assez long. Nous, on a été, comme le racontait avant Adrien, on a aussi été chercher des aides au développement dans les régions. Rhône-Alpes notamment, la première fois c'est pas passé, la deuxième fois oui, mais c'est vrai qu'il faut avoir le réflexe de se dire c'est pas grave, je retente, je demande si je peux me représenter, je refrappe à cette porte. Donc voilà, un temps de développement assez conséquent, parce que nous, ça a été quand même entre 4 et 5 ans d'écriture et de développement. Et ensuite, quand on a commencé à discuter de quel financement aller voir avec 247 Films, eux avaient cette idée de demander TF1 en préachat. Et là, à nouveau, on a eu de la chance d'avoir des partenaires qui nous faisaient confiance, parce que à la première lecture, ils trouvaient qu'il y avait du potentiel dans le projet. Il y avait de la curiosité pour le travail de Pierre Mazingarbe, mais pour eux, le scénario n'était pas totalement abouti. Et on a retravaillé le scénario pendant 1 an avec Pierre, son co-auteur Thomas Pujol, une consultante que je recommande chaleureusement qui s'appelle Sarah Vicler. Et on est revenu représenter le projet à TF1. Et à la deuxième lecture, ils ont dit déjà c'est rare qu'on relise, mais là vraiment bravo pour le travail d'écriture qui a été fait, parce que ok, maintenant on voit tout à fait ce que vous voulez faire, c'est plus clair, il y a quelque chose de plus direct. Donc voilà. Ensuite, on est allé voir Backfilm, qui était le distributeur initial du film, et je dis initial parce que voilà, on en reparlera après, mais il y a eu des changements entre-temps. Et donc Alexis Hoffman, qui était aux acquisitions chez Backfilm à ce moment-là, avait lui eu un vrai coup de cœur pour le travail de Pierre, l'avait repéré depuis longtemps, et en fait, dès les premiers échanges qu'on a eus sur le scénario de La pire mère au monde, ils ont eu envie de partir avec nous sur ce projet. Et donc ensuite Canal+, les régions, je pourrais après détailler si besoin le plan de financement, mais disons que les premiers piliers, ça a été ces aides au développement, notamment de Rhône-Alpes, TF1, Canal, c'était les premiers. Et quand vous allez voir TF1, vous avez déjà ce cast ?
Vous avez déjà les 2 comédiennes? Oui, alors en fait, le casting était déjà attaché au projet avant qu'on aille voir TF1, et notamment Muriel Robin, avec qui on avait fait Émergence en 2020. C'est voilà, une des premières comédiennes qu'on a été voir et qui a accepté de nous faire confiance et donc de tourner cette scène Émergence avec nous. C'est vrai qu'on en avait pas mal parlé avec Francesca, avec Pierre, et on avait vu Muriel Robin dans le film de Christophe Honoré jouer entre guillemets la méchante, Madame Fichini, et la voir dans ce rôle et la voir parler de ce rôle, on s'était dit mais c'est dingue, tout ce qu'elle dit sur les personnages de mère et les personnages de mère durs et la dureté de certaines mères, et qu'est-ce qu'elles ont derrière, qu'est-ce qu'elles ont à raconter sur cette dureté, ça nous a beaucoup touchés, et voilà, c'est comme ça qu'on avait eu l'idée de lui envoyer le scénario. Donc oui, pour répondre à ta question, en tout cas au moment où on va voir Backfilm, TF1, tout ça, il y a déjà ce cast Louise Bourgoin, Muriel Robin. Et d'ailleurs, Louise Bourgoin, c'est marrant parce qu'en fait, elle aussi dessine beaucoup, et ils s'étaient rencontrés avec Pierre sur le tournage d'un film où voilà, Pierre faisait l'acteur pour un de ses amis réalisateurs, et voilà, elle l'avait vu dessiner, ils avaient parlé, et donc il lui avait envoyé le projet peu de temps après, et elle avait rapidement dit oui, ce qui était très enthousiasmant pour nous. D'accord, et donc on arrive derrière chez TF1 ou chez Backfilm avec déjà ces 2 comédiennes et on visualise déjà un petit peu le casting, quoi. Oui, pour le coup, Adrien le disait aussi, mais le casting est essentiel et ça change vraiment la manière dont on est reçu, dont on est écouté. Ça positionne aussi un projet un petit peu sur un marché futur, donc c'est quelque chose après, je pense que tout est possible, et enfin voilà, il y a plein de films qui sont faits avec des castings de nature tout à fait différente, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très regardé, commenté, et que les distribs demandent dès le premier rendez-vous, donc ouais, un élément très important. Ok, ça marche. Et alors du coup, pour toute la partie tournage, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on aurait dû ou pu savoir avant qui nous aurait aidé? Quand on disait le fait d'être bien entouré, c'est aussi un peu qui va entourer le réalisateur. Donc Pierre ayant fait plusieurs courts-métrages, il avait une équipe autour de lui assez fidèle, qui le suivait pour certains depuis plus de 10 ans, entre sa chef déco, son chef-op, sa première assistante. C'est Ça, vous avez réussi à avoir ces équipes-là? Oui, voilà. En fait, là où ça a été bien dans notre dialogue avec notre coproducteur de 4 films, c'est qu'on leur a dit, nous, on pense pouvoir gérer la production exécutive, et par ailleurs, on pense qu'on sait avec qui on veut travailler et qui est-ce qui a la même envie que nous, à la fois dans les qualités des relations de travail et à la fois dans les envies de cinéma. Donc là-dessus, on a été assez libre, et c'était très... Enfin voilà, c'était pour les citer un tout petit peu, mais enfin, voilà, notre directrice de production, que Francesca, mon associée, connaissait par ailleurs d'un autre projet, donc Anne-Claire Créancier. Enfin voilà, ça a été quelqu'un, ça a été vraiment notre pilier, quoi. Ça nous a vraiment aidé qu'elle soit là à nos côtés. Le chef opérateur Brice Panco, la première assistante Elisa Pascarel, la chef d'éco Bulle Tronel, c'est des gens, on était tellement dans le dialogue et dans l'objectif de trouver des solutions que ça nous a vraiment beaucoup aidé d'être bien entourés. Et ça, est-ce que tu devais faire valider ces choix-là par le copro ou par TF1 ou par le distributeur? Oui, en tout cas, TF1, le distributeur et bien sûr les coproducteurs souvent posaient la question de la directrice de production et du chef opérateur. Et c'est vrai que le temps que nous, on développe et qu'on finance le film, ils avaient eu le temps de faire leurs autres expériences. Et en fait, ils avaient pour la plupart déjà fait 1 ou 2 longs avant qu'on attaque ce long-là. Donc voilà, leur profil a été assez vite validé en fait. D'accord. Et donc tu nous disais que BAC était le distributeur initial. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Il y a eu, oui, tout à fait. Donc en fait, malheureusement, voilà, c'est pas un secret, mais donc BAC a eu des difficultés financières qui ont fait que malheureusement, nous, on s'est retrouvés face à un choix à faire à un moment donné. C'était de se dire, on se rend compte que notre distributeur a des difficultés financières et que peut-être il ne pourra pas honorer le paiement qu'il nous doit pour le financement du film.
ça a été un choix difficile parce que c'était un des premiers partenaires à nous avoir fait confiance et c'est en plus quelqu'un qui était très important dans on va dire une boîte très importante dans le paysage du financement du cinéma français et on a dû dire malheureusement on doit sortir de nos contrats pour protéger le film parce que si jamais il y a une procédure de redressement, ce qui est arrivé par la suite, le film, si on est encore sous contrat, est bloqué dans les actifs de la société. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris parce qu'on a pris un avocat, un conseil, on s'est renseigné autour de nous, on était plusieurs collègues distributeurs à se parler de cette décision. Et c'est pas du tout une décision qu'on a prise de gaieté de cœur. Et par ailleurs, on avait envie qui se refasse. Et en fait, on était les premiers à dire, mais si votre situation change, bien évidemment, on revient avec vous, parce que tout s'est toujours bien passé. Mais malheureusement, cette difficulté financière a fait qu'on a dû sortir du deal avec BAC et qu'on a dû retrouver un autre distributeur. Sauf que nous, au moment où cette décision était prise, on était en train de tourner, proche de la fin du tournage. Et à ce moment-là, évidemment, plus personne ne lit sur scénario, tout le monde veut voir ce qu'il en est du film. Et ça a été très difficile de gérer le montage image d'un côté et de retrouver un autre distributeur de l'autre. Donc, on a mis pas mal de temps, mais on a fini par rencontrer un distributeur plus récent qui s'appelle Moonlight. Et en fait, qui nous a fait confiance et qui a dit je pense que moi je vois quelque chose, je pense que votre montage il n'est pas encore tout à fait arrivé au bout, qu'on peut travailler ensemble. Et en fait, main dans la main, on a retravaillé au montage du film et on est arrivé à une version qui est celle qui est sortie en décembre dernier. Et donc pendant un moment, tu es contrainte en fait de terminer ton tournage, de partir en montage image, en ne sachant même pas si le film va sortir, en n'ayant pas de distributeur finalement. C'est ça, c'est qu'en fait, ce qui a été difficile à ce moment-là et que bien évidemment pour le coup on n'avait pas du tout anticipé, c'est que non seulement c'est un partenaire qui s'en va, c'est une partie du financement qui s'en va, c'est aussi un regard critique en montage qui n'est plus présent parce qu'au fond les producteurs, les réalisateurs, on a la tête dans le guidon. Le distributeur, tout ce qu'il amène en termes de conseils au moment du montage, c'est aussi quelque chose de très précieux et c'était pas évident de pas l'avoir à nos côtés. Et comme tu dis, on était dans l'incertitude la plus totale, à la fois financière et aussi sur l'avenir du film. Et donc il y a un truc que je savais pas avant, c'est que tant que c'est pas fini, prêt à être diffusé en salle avec la liste de toutes les salles qui le diffuseront, c'est jamais fini. Il faut vraiment jamais rien lâcher parce que les difficultés peuvent arriver à tout moment en fait. Enfin, voilà. Parce que c'est vrai que pour le coup, nous, on a eu un développement assez long, mais le financement et le tournage se sont plutôt bien passés. Et après, il y a toujours des imprévus. Qu'on ne peut pas savoir avant. Qu'on ne peut pas, pour le coup, qu'on ne peut pas anticiper. Et alors, du coup, je voulais te demander, donc finalement, le film est sorti maintenant. Oui. Et tu nous as pas parlé du budget aussi, je crois. Alors, pour comparer avec Adrien, par exemple, qui a fait un film en annexe 3, vous avez réussi avec tout ça à avoir à peu près combien de budget ? Donc, nous, on était annexe 1, on va dire au début de l'annexe 1, donc notre coût de fabrication aujourd'hui, donc coût de fabrication, c'est-à-dire sans les salaires prod et frais généraux, il est autour de 3,2 millions. Et il était plus élevé avant qu'on perde notre partenaire distributeur initial. Mais voilà, aujourd'hui, il y a ça, donc début de l'annexe 1, donc voilà. Ok. Et alors sur cette question aussi de qu'est-ce qu'on aurait aimé savoir avant, est-ce que toi, un peu comme Adrien, avec ses difficultés avec les loups, etc., est-ce que toi, dès le scénario, il y avait peut-être des choses aussi que tu aurais pu identifier dans les difficultés sur la production du film, aujourd'hui avec le recul justement ? Nous, il y avait un nombre de plans très très important. Enfin, Pierre, c'est quelqu'un qui fait un cinéma qui est extrêmement découpé. C'est pour ça qu'il dessine tout, qu'il storyboard tout. Mais il y avait une ambition artistique très forte, à la fois en termes de lumière, d'écho, donc quelque chose de très poussé visuellement et beaucoup de plans. Donc c'était en fait des questions assez simples de comment faire rentrer tout ça
en 35 jours. Et ça a été un dialogue entre la première assistante, la directrice de production et Pierre, de faire des choix pour réussir à faire rentrer tout ça, se concentrer finalement sur l'essentiel, sur les émotions des personnages, sur ce qui se jouait à chaque scène pour rentrer dans un plan de travail qui était à 35 jours. Sur vraiment des éléments, on va dire, de tournage compliqués, il n'y a pas eu de difficultés majeures, si ce n'est que nous, il y a beaucoup de scènes de tribunal et qu'on n'avait pas l'autorisation, enfin le ministère de la Justice nous a pas donné l'autorisation de tourner dans les tribunaux, malheureusement. Donc on a trouvé autre chose, on a recréé dans des hôtels des départements, des choses comme ça, mais voilà, c'est vrai que pour un film qui se passait au sein de la magistrature, c'était un peu dommage, mais... Et ça fait partie aussi des contraintes. On a envie de faire une scène et puis finalement on ne peut pas la faire officiellement et donc on doit trouver aussi des solutions. Oui. Et pour faire aussi un petit peu le lien avec ce qu'on a écouté avant, toi aussi tu es allé sur le tournage du coup, sur ce premier film? Oui, c'est marrant, on en discutait juste avant et c'est vrai qu'avec mon associé, quand on a dit à notre directrice de production, nous on va venir toutes les semaines, au début elle était un peu surprise, elle était là, bon mais c'est... un peu étonnée et en fait nous je pense que c'est propre à chacun, nous on se sentait à l'aise et ça nous intéressait aussi de voir aussi comment chacun travaillait, en apprendre un peu plus et prendre le pouls du tournage, comprendre comment ça se passe. Et après Pierre, le réalisateur, avait aussi une envie qu'on soit là, pas forcément derrière son dos, derrière le combo tout le temps, mais qu'il y ait une présence régulière aussi pour pouvoir échanger parfois sur certains points. Donc nous, en tout cas, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup toutes les deux, d'accompagner le travail jusque-là et de comprendre aussi les enjeux des tournages. Je trouve que quand même la présence sur le tournage aide pour les projets futurs à avoir certains réflexes, comment marchent un peu les équipes, etc. D'accord. Et ça, est-ce que c'est une expérience que tu avais déjà aussi sur le cours ? Oui, sur le cours, on en a fait quelques-uns, on n'en a pas fait énormément non plus, et ceux qu'on a fait, on était présentes quasiment à chaque fois, parfois pas nécessairement sur toute la durée, mais et encore, on essaye d'être là, ouais. D'accord. Et donc pour parler aussi de la sortie du film, tout à l'heure Adrien évoquait le fait que c'est le distributeur un peu qui décide des choses, et vous, ça s'est passé. Par exemple dans cette date de sortie, sur l'affiche, etc., là c'est Moonlight du coup qui s'est occupé de tout ça finalement. Oui, comme le disait Adrien, effectivement c'est vraiment la décision du distributeur, en collaboration, en concertation avec le producteur, l'attaché de presse, le réalisateur, sur à la fois les modalités de la sortie, donc comme tu disais, la date, l'affiche, le plan marketing, et l'ampleur de la sortie. Donc ça, on part sur exemple 150 ou 300 copies dans le contrat avec le distributeur, c'est son ambition, et ensuite à charge du distributeur d'aller négocier avec tous les exploitants pour pouvoir diffuser le film. Nous, il se trouve que certains exploitants ont voulu diffuser notre film, d'autres malheureusement non. Donc sur l'ampleur de la sortie, on aurait aimé par exemple avoir un peu plus de salles à Paris. Donc ça, c'est des choses où jusqu'au dernier jour, quasiment avant la sortie, il y a des négociations qui se font. Ça, je ne le savais pas par exemple. D'accord, mais c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est ce qui va rendre aussi le film visible. Et aujourd'hui, donc, vous avez fait 72 000 entrées, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on est à la 4e semaine d'exploitation avec environ 72 000 entrées. Et vous aviez à peu près combien de copies du coup distribuées sur le film ? C'est intéressant parce qu'on a commencé autour de 150 copies et à la 3e, 4e semaine d'exploitation, on était autour de 300 copies. Donc ça augmente. Voilà, ça augmente. Après, dans les 300 copies, je compte aussi, par exemple, des salles qui peut-être ne le diffuseront que, je dis, 2-3 fois par semaine. Je compte évidemment toutes les salles. Donc, c'était intéressant de voir que ça augmentait, que le film, même s'il n'avait pas eu beaucoup de salles au début, le film plaisait, tenait, s'accrochait. Et là, le distributeur arrive à augmenter le nombre de copies. Oui, c'est ça. Eux, ils font vraiment un travail de programmation plusieurs fois par semaine pour savoir où en sont les chiffres au mercredi, juste avant le week-end, juste après le week-end, et ajuster en fonction. Et là-dessus, c'est vrai que on était vraiment contents du travail de Moonlight, qui n'a rien lâché, qui est vraiment tous les jours au téléphone avec les exploitants pour essayer de maintenir ça, quoi.
Merci beaucoup. Je crois que je vois Laou qui s'est Merci. levé. Je crois qu'on arrive au bout. Un grand merci à Merci. vous deux pour votre partage Merci à d'expérience. toutes. Merci. Merci à tous. Je vous invite à rester parce que vous savez qu'on fête un anniversaire particulier. C'est les 15 ans. En 15 ans, il s'en est passé des choses et donc on a prévu une petite surprise que je vous laisse découvrir. Bonjour à toutes et à tous. Alors que s'achève cette 15e journée de la jeune production indépendante, j'aimerais revenir un instant sur ce qui nous a réunis pour la première fois en 2011. Flashback, nous sommes en 2010. Ma société de production de l'autre côté du périph' a 2 ans et je suis confrontée à une dure réalité. Je n'arrive pas à attirer l'attention des responsables de programme parce que dans notre beau secteur, la jeunesse est perçue non pas comme une opportunité, mais plutôt un risque. Alors, pour remédier à ce problème, je décide de créer ce qui s'appelait alors la Journée des jeunes producteurs indépendants. Avec une idée simple mais ambitieuse, créer un espace où les jeunes productrices et producteurs pourraient enfin rencontrer directement les décideurs du financement audiovisuel et cinématographique. En les faisant venir à nous, puisque à l'origine, les JJPI avaient lieu dans le 9-3, à Aubervilliers, Montreuil, etc. L'objectif, c'était de tisser des liens essentiels pour la concrétisation de nos projets. Je me disais, si un projet voit le jour grâce à cette journée, alors j'aurais gagné. Nous étions peu nombreux au départ, mais tous animés par une conviction forte que la parole, l'audace et les visions nouvelles puissent trouver leur place dans notre industrie. 2 éditions plus tard, ce qui était en train de devenir un mouvement a conduit à la création de la Fédération des jeunes producteurs indépendants, avec pour objectifs centraux la coopération, l'inclusion et la professionnalisation. Aujourd'hui, je suis tellement fière de voir le parcours de cette fédération avec plus de 150 sociétés rassemblées sur tout le territoire, qui défendent ensemble la diversité des genres et des formats. En parallèle, année après année, la JJPI est devenue un rendez-vous incontournable. Table ronde, masterclass, projections, rencontres professionnelles. Ici même, des générations de productrices et de producteurs se retrouvent autour des défis de notre métier. Ce chemin, je ne l'ai pas fait seul, ou plutôt nous ne l'avons pas fait seul. Je veux rendre hommage ici à ceux qui ont porté la fédération et cette journée avec engagement et rigueur. Aux anciens coprésidents, aux anciens membres du conseil d'administration, à toutes les équipes de la FJPI, tous ceux qui ont cru au projet, l'ont enrichi de leurs idées, de leurs compétences et de leur énergie créative, un grand merci. Aujourd'hui, c'est à vous la nouvelle équipe. Gius, Marie, Pierre, que revient le flambeau. Continuez à faire vivre cette fédération comme un espace de liberté, d'échange et d'entraide. Continuez à défendre la diversité des voix, l'invention des formats, la fertilité des collaborations au cœur de notre secteur. Un grand merci à vous toutes et tous pour votre engagement, votre enthousiasme et votre ambition. Je vous souhaite d'aller encore plus loin, d'oser encore plus fort et d'inspirer toujours celles et ceux qui viendront après vous. Et donc, sans le micro, j'invite tous les anciens coprès à venir. Et alors, en plus des coprésidents, il y a Caroline Decroix, qui est la co-initiatrice de cette journée avec Laurence, donc qui était là il y a 15 ans déjà. C'est moi qui ai le micro, c'est moi qui commence. Comme la plus ancienne, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de voir autant de gens réunis 15 ans après cette première édition. Effectivement, il y a 15 ans, j'avais rencontré Laurence et qui m'a dit « Oh là là, j'aimerais tellement qu'on inverse la donne pour une fois, que ce soit les producteurs et les productrices débutants qui puissent recevoir les décideurs. »
dans des conditions agréables, privilégiées, avec le temps de pitcher les projets, le temps de présenter sa ligne directrice, sa ligne éditoriale. Et c'est ce qu'on a fait. On a soulevé des montagnes pour y arriver. On s'est entouré. On a vraiment fait ça de façon très enthousiaste et spontanée. Et voilà, je suis très contente d'avoir pu contribuer à ça. Voilà, ensuite, ça a été porté magnifiquement par énormément de bonnes énergies. Et donc, je vous laisse à votre tour la parole. Mais en tout cas, merci à tous et à toutes d'être là 15 ans après. Alors moi, j'ai eu le plaisir d'être coprésidente de la fédération pendant 2 ans avec mes 2 collègues là. Et on a quand même repris cette présidence alors que Benjamin le faisait tout seul depuis un certain nombre d'années. Et franchement, il y avait vraiment du boulot pour 3. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que l'investissement dans la fédération, moi, ça a été un vrai tournant dans mon parcours. J'ai monté ma boîte toute seule. J'étais super seule, je galérais. Et en fait, j'ai trouvé un endroit, vraiment, ce que disait Laurence, d'échange, de solidarité, de professionnalisation. Et ça a été un tournant de prise de confiance aussi dans ma démarche de productrice. Et je vous invite vraiment, c'est pas juste adhérer, c'est vraiment être investi et participer, se retrouver à être l'interlocuteur d'institutionnels ou de partenaires. De plus en plus, on se rend compte du poids de notre parole, de la responsabilité qu'on a dans ce collectif, dans ce qu'on représente. Et c'est juste un bon entraînement pour être une meilleure professionnelle. Donc voilà. Adhérer, c'est bien, s'investir, c'est mieux. Puis c'est une super aventure qui fait que, voilà, des années après, je travaille avec Alexandre et le point de départ, c'était la fédération. Donc devenez président, quoi, ou présidente. Franchement, c'est que du bon pour la suite. Oui, bonjour, donc moi c'est Alexandre, j'étais donc coprésident en même temps que Eve et aussi de JUS la première année. Effectivement, voilà, moi c'était ma première expérience associative, donc même toute association confondue. Et donc c'est un énorme tremplin tout simplement pour soi, pour sortir de l'isolement. Quand on est producteur, productrice, on est isolé avec nos idées, nos talents scénaristes réels avec qui on travaille, et on manque terriblement de certitude. Donc ce premier cercle en fait qu'on arrive à se constituer dans le cadre de cette association, c'est ce qui nous permet de nous confronter pour la première fois à un vrai regard professionnel avant justement d'aller vers des distribs, des diffuseurs. Donc c'est hyper précieux sur le plan professionnel et sur le plan personnel, vu qu'on traverse tous les mêmes galères. On sait bien à quel point ça nous permet de nouer des liens plus solides dans la difficulté. Et de difficulté, j'ai l'impression qu'on n'en manque pas. Enfin, peut-être vous, ça va. Mais voilà, c'est un endroit très spécial. Donc, comme dit Eve, il faut s'y investir pour le ressentir. Merci. Moi, je vais être très très bref. Donc, moi, je m'appelle Benjamin Bonnet. J'ai créé une société qui s'appelle Mood Film il y a effectivement 10 ans, un peu plus de 10 ans. Et qui n'est pas adhérent ou adhérent de la fédération dans cette salle? Parce que s'il y en a, effectivement, je pense que là, on vous a à peu près convaincu qu'il fallait le faire. Donc je vous laisserai vous tourner vers nos coprésidents actuels. Moi, c'est vrai que j'ai eu une particularité qui était que je venais pas du tout du secteur audiovisuel cinéma. Je travaillais dans un autre secteur qui était le secteur bancaire, dans un autre pays qui était la Suisse. Et quand je suis arrivé ici en France pour faire ce métier de producteur, j'avais à peu près zéro contact, zéro connexion. J'ai eu la chance de rencontrer et Laurence et Caroline à l'époque. Et Laurence me dit « Ah, viens, t'as l'air plutôt smart comme garçon, rejoins la Fédé. 3 mois après, je rejoignais le conseil d'administration. Et 6 mois après, elle me proposait la présidence de l'ASSO. Donc autant vous dire que ça a été un truc très accéléré, un accélérateur très fort, à la fois sur le collectif. Alors c'est vrai que pendant 5 ans, j'ai très peu produit parce que je faisais plutôt de la gestion de l'ASSO et essayer de développer le collectif, qui est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je pense qu'effectivement, on est très seul en tant que producteur, on est très indépendant, donc très soumis à des vents contraires parfois, et il faut trouver des endroits de collaboration et d'entente et d'entraide. Et en fait, cette fédération, moi, m'a beaucoup apporté ça, et j'ai eu envie de le rendre
voilà, aux adhérents qui nous rejoignaient pendant mon quinquennat. J'en ai fait qu'un, j'ai bien compris qu'au-delà de un, c'était le quinquennat de trop. Donc voilà, toutes les autres forces vives qui m'ont suivi et qui ont pris le flambeau après, ont brillamment réussi à faire que tous ces partenaires sont toujours là. D'ailleurs, je les remercie si vous êtes dans la salle. On vous aime, sans vous, on n'existe pas. Et puis, j'espère que cette journée a été profitable, fructueuse pour tous. Et je vais passer la parole, sauf s'il y a des questions là directement, mais aux coprésidents actuels, Marie, Pierre et Gius. Et merci beaucoup et on se voit pour le pot. Tiens, Pierre. Moi, j'avais deux petites choses. Merci de votre attention. Il y a beaucoup de monde. Je ne sais pas si c'est la soirée de ce soir ou si c'est la qualité des masterclass. On va se dire que c'est la qualité. Non, n'hésitez pas. On fait la journée pour vous, pour que ça serve, pour grandir ensemble, pour apprendre ensemble. Donc, si vous avez des retours sur ce que vous avez aimé, sur ce que vous avez moins aimé, pour qu'on s'améliore d'année en année sur l'année prochaine, n'hésitez pas à les partager à Hélène. Et je voudrais finir justement pour un petit mot pour Hélène. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Coucou Hélène. Bravo Hélène. Cette journée, c'est grâce à toi. Bravo Guillaume aussi qui avait fait le travail avant Hélène. Bravo, c'est vous qui faites vivre la fédération au jour le jour. Il y a une projection, là on va suivre sur une projection de court-métrage produit par des membres de la fédération. Il y a aussi un temps de discussion juste à l'extérieur entre nous, avec nos partenaires. Et ensuite, la soirée qui commence vers 18h30, 19h. 18h30, 19h 18h30, ok. À 18h30 au bateau phare. Et donc venez nombreux, ça sera l'occasion de boire un verre et de se rencontrer tous. Bravo, merci.